Le développement n'a de sens que quand il sert l'humain. La culture, elle, par essence, est humaine. Et aujourd'hui, on parlera de développement humain. Avec nos invités pour ce numéro de culture et développement, nous allons nous entretenir sur la thématique « La culture comme chemin et destination du développement humain ». Merci de nous avoir choisis. Vous regardez Culture et développement. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de BF1, bonsoir à vous et merci de nous prendre en marche. Vous regardez Culture et Développement. Vous le savez, sur quelques semaines, nous allons nous retrouver sur ce plateau avec diverses invités pour s'entretenir autour de thématiques variées. Aujourd'hui, il sera question de développement humain, mais plus spécifiquement de la culture comme chemin et destination du développement humain. Et pour en parler, vous le savez, on s'approche des personnes mieux aguerries que moi pour essayer de leur tendre le micro, avoir leur avis sur la question et ensemble arriver à sortir quelque chose de digeste et potable, si on peut le dire ainsi, sur notre thème. Et aujourd'hui, j'ai un panel très riche et je vais commencer par introduire Adao, qui est à mes côtés aujourd'hui, à côté des messieurs. Donc, il s'agit d'une artiste comédienne, metteur en scène. Elle est la présidente des Récréatrales. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Odile Sankara, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Très bien. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et pour tous ceux qui vous écoutent lire, je pense que c'est agréable également de vous écouter lire. Oui, c'est un plaisir pour moi de lire. Ben voilà, donc j'espère que c'est un plaisir que vous allez, qui va contaminer tous ceux qui vous regardent, qui vont prendre plaisir à lire, parce que sur ce plateau, nous avons des écrivains. Mais avant, je présente deuxième invité sur ce plateau, Monsieur Jacob Yarabatioula. Il est enseignant-chercheur à l'Université Joseph Kisserbourg. Il est spécialiste en politique et industrie culturelle. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Oh, nous allons très bien. J'espère qu'à l'université, tout se passe dans les meilleures conditions. Ça, c'est... On peut dire oui. Moi, j'espère bien. C'est vrai que notre université, on a tendance à dire ne se porte pas bien, mais nous sommes les produits de l'université de Ouattara. Oui. On est fiers de ce que vous faites. On est fiers des produits que nous mettons sur le marché de l'emploi et également pour l'intérêt général. Tout ce que nous formons, nous sommes fiers de les avoir comme produits qui contribuent justement au développement de ce pays. Mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire de la part du système et de la part aussi des étudiants. Redoubler plus d'efforts pour que nous ayons des ressources humaines de qualité pour un développement que nous souhaitons pour ce pays. Le message est passé. Donc, pour tous les étudiants qui nous écoutent, nous regardent, redoubler d'efforts. Nous avons également sur ce plateau M. Évariste Poda. Il est spécialiste en réalisation d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Il est secrétaire technique du Centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Ça va très bien également. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. On a envie de savoir qu'est-ce que votre secrétariat fait? Le secrétariat technique, c'est, on va dire, le nouveau bébé du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, est chargé de mener des réformes audacieuses en vue de la relance définitive, nous l'espérons, de notre cinéma. Définitive, nous l'espérons, on le souhaite fort et on croise les doigts. Et justement, en parlant de cinéma, nous avons l'honneur d'avoir également sur ce plateau M. Baba Aman. Il est journaliste et écrivain, ancien délégué général du FESPACO, ancien ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. C'est un honneur de vous avoir sur ce plateau. Comme dirait une chaîne de la place, c'est un plaisir partagé. Et justement, je pense qu'on va commencer avec vous. Notre thème ce soir, c'est la culture comme chemin et destination du développement humain.
déjà, ça peut être intéressant que l'on s'accorde sur ce que l'on met dans culture et ce que l'on met dans le développement humain. Vu que vous avez été ministre de la Culture, on va vous lancer la patate chaude et vous demandez mais qu'est-ce qu'il faut entendre par la culture? Vous voulez nous renvoyer dans l'amphi? Non, je pense que pour faire un parcours, je pense qu'il n'y a pas meilleure définition que celle que l'UNESCO a fournie en disant que c'est l'ensemble des traits distinctifs d'un peuple. Cela touche pratiquement tous les domaines de la pensée, du vécu, du matériel et de l'immatériel. Donc, en gros, la culture, c'est vraiment la vie d'une société dans toutes ses expressions. Voilà. Je pense que c'est très long comme Absolument, bien sûr. vous avez constaté que l'UNESCO a tenu initialement un bras assez plus large pour faire comprendre que la culture, c'est vrai, c'est un tout, mais qui comporte différentes facettes. Et c'est tout ça qui permet souvent de faire la distinction entre deux peuples, deux sociétés, quoi. Voilà. Donc, je vais plutôt aller dans le sens de la définition universelle donnée par l'UNESCO. D'accord. Donc, Bon, quant au développement, comme dirait quelqu'un, développer, c'est aller d'un point A à un point B. Très souvent, on pense à un développement, j'allais dire parfois matériel, mais le développement, c'est à la fois le matériel, le philosophique, le psychique, le mental. Bref, quand on se développe, pour parler de l'homme, c'est quelque chose qui est à la fois complexe et quelque chose qui doit vraiment tirer l'homme vers son épanouissement en réalité. d'accord. Voilà comment je vois un peu le développement humain. Développement humain. Alors, j'ai envie de m'arrêter sur la question du développement humain avec M. Yarin. Non, je pense que la question du développement a été une grosse question, que ce soit au niveau scientifique, que ce soit au niveau donc, des développeurs, Oui. du système des Nations Unies. On a conçu ce concept pour justement accompagner les pays, surtout les pays d'Afrique noire qui ont été l'objet d'une certaine colonisation, d'une certaine occupation. On a pensé qu'il fallait, à la sortie justement donc, des indépendances, avoir quelque chose pour ces pays en les caractérisant, en les conceptualisant. Donc, on a fabriqué un certain nombre de concepts qui vont avec justement donc, ces nouveaux territoires, en disant que ce sont des pays en voie de développement, des pays émergents. Voilà, donc tous les concepts sont justement tenus par l'idéologie, par la façon dont on nous percevait. Donc, on a pensé que le développement était donc réduit à des indicateurs macroéconomiques. Et plus tard, on s'est rendu compte que oui, pour le peuple africain, on se rend compte que ces indicateurs ne suffisent pas pour caractériser, par exemple, la notion du bonheur, la notion du développement tout court, donc de l'individu. On s'est rendu compte que nous étions matériellement pauvres, mais très riches et dynamiques en culture, en façon de vivre, dans d'autres indicateurs non quantifiables. Donc, on s'est intéressé à la notion donc, de développement humain durable plus tard, pour dire que bon, le développement ne pourrait être réduit qu'à des chiffres. Voilà, il prend en compte la culture, il prend en compte les dynamiques sociétales entre justement donc, les communautés, il prend en compte d'autres paramètres qui ne sont pas tangibles. Quand vous prenez un peuple comme le Burkina, quand vous faites un déplacement dans ce pays, vous allez vous dire, mais tiens, je pensais que quand j'allais atterrir à l'aéroport, je verrais la pauvreté ramper, voilà, et puis tout le monde serait mendiant, mais les gens sont heureux. Ils partagent des choses, le peuple ils ont le sens de la solidarité, de l'entraide, le sens donc de l'intégrité. Ils sont pauvres mais ils ne sont pas fous, ils sont pauvres mais ils ne volent pas, ils sont pauvres mais ils ne tuent pas par exemple bêtement, ils ont donc des valeurs. Donc quand on considère tous ces éléments, on va se rendre compte que le développement va au-delà donc de ces indicateurs macroéconomiques pour prendre en compte d'autres indicateurs tels que justement donc, la solidarité, les valeurs intrinsèques d'un peuple pour justement caractériser son développement. Donc voilà un peu ce que je pense. Et pour ce qui concerne la culture, je pense qu'on peut aussi la résumer comme étant justement nos façons de vivre, de penser. Donc de penser, d'agir et d'être. Donc comment nous sommes, comment nous agissons,
et comment nous pensons justement la vie, quel est notre regard, quelle est notre pensée, comment nous nous projetons notre vie et notre futur, comment nous appréhendons notre quotidien, comment nous définissons ce que nous sommes, pas ce que les autres pensent que nous sommes, mais comment nous-mêmes nous pensons, nous agissons et comment justement nous sommes finalement. Donc, quand on considère tous ces éléments, on peut dire effectivement, à la suite de ce que l'UNESCO a évoqué, que tous les peuples, si on doit être un peuple ou une société, on a forcément une culture. Et maintenant, les cultures sont dynamiques, les cultures sont assez dynamiques, comme je l'ai dit, et la culture peut se nourrir des autres éléments de culture d'un peuple peut-être voisin ou d'un peuple qui a eu peut-être la malchance de nous coloniser, ou je ne sais pas. En tout cas, voilà, de prendre un peu. Bien sûr, on se côtoie, on prend les uns des autres et on inspire un peu. Il y a des influences. Absolument. Madame Sankara, quand on parle de la vie culturelle, elle existe, elle bouillonne, mais est-ce qu'on peut la considérer de façon distincte de la vie de tous les jeunes? Oui, merci beaucoup. J'écoutais très bien ces définitions assez riches, mais qui nous montrent aussi qu'il faut éviter de quantifier la notion du développement humain en voulant aller à une sorte de massification sur des tendances extérieures aussi qui nous influencent aujourd'hui. Et si on revient à la notion de la culture, et ça montre que l'être humain aussi, il est multiple et varié parce qu'il est dans une dualité permanente. L'être humain n'est pas mathématique, ce n'est pas un objet. C'est quelqu'un qui vit avec ses peurs, ses doutes, ses insuffisances, psychiquement peut-être souvent déchiré depuis l'enfance, des choses qu'on n'a pas réglées et le quotidien qui n'est pas facile. Donc, c'est tout ça qui forme l'être humain. Donc, il faut, la culture, pour moi, est là pour être garant d'ouvrir des espaces intérieurs pour quitter aussi la fatalité. Peut-être que si on avait, un enfant avait eu le privilège, la chance d'être au contact de la culture dès le bas âge. Qu'entendez-vous par contact de la culture? Au contact de la culture, c'est l'éveil. L'éveil à l'art. Ce que nous faisons sur le terrain individuellement, à un moment donné, ne suffit pas. Parce qu'on a sur la place des compagnies, on a dans tous les secteurs, les gens qui font des ateliers, qui vont dans des établissements, qui vont aujourd'hui vers les personnes déplacées, déplacées internes, qui ont des initiatives privées. Mais ça ne suffit pas. À un moment donné, pour que le collectif, que ça fonctionne, il faut que l'institution, l'État lui-même, prenne ça en compte. Moi, en tout cas pour moi, et je prends mon parcours personnel, moi je viens de très loin, et de là où je suis arrivé aujourd'hui, c'est l'art qui m'a construit. Et donc, je pense que c'est possible pour chaque individu que l'art puisse, comme j'ai dit, ouvrir des espaces à l'intérieur de nous qui puissent nous permettre d'évoluer et de faire des choix conséquents pour nos vies. Parce que la finalité, c'est quoi? C'est le bien-être. C'est le bien-être. Parce que de toute façon, la finitude, comme disent des philosophes, on va tous partir de ce monde. Donc, qu'est-ce qu'on laisse? Comment on construit la postérité? On pourra parler de l'art. Absolument. Parce qu'on a un pays où, en tout cas, c'est un bel exemple à revendre dans le monde entier, et sur les potentiels, sur ce qui existe, ce qui a été déjà fait par les artistes de ce pays. Et j'ai une question que je vais adresser à M. Pouda et ensuite à M. Ama. Par rapport justement aux propos de Mme Sankara, elle parle tantôt d'enfants exposés à la culture à travers l'expression artistique, alors qu'en amont, on a parlé de la culture comme étant notre identité. Est-ce qu'un être peut être sans être dans sa culture? Non, je pense que, mais avant de revenir à votre question, moi j'adhère à toutes ces belles définitions qui ont été données sur le développement, sur la culture. C'est vrai que le développement, comme l'a dit le ministre Bava, c'est parti d'un point A à un point B, mais c'est plus c'est l'évolution
n'est-ce pas? C'est l'épanouissement. Ça veut dire qu'on quittait un point qui était moins pour s'élever. Et du coup, et tout ça, c'est au bénéfice de qui? C'est au bénéfice de l'homme. Donc, tant qu'il n'y a pas l'homme au centre, justement, de ses préoccupations, et ce serait un effort vain. Du coup, oui, est-ce que l'éveil de l'enfant au contact de la culture, ça devrait être évidemment une préoccupation de nos politiques publiques? Parce que l'enfant, c'est l'adulte de demain. Mais je pense que si on prend l'exemple du Burkina Faso, je passe sous le contrôle de M. le ministre, et ça a toujours été une préoccupation. Ça n'a pas été que des séminaires, mais il y a eu du concret sur le terrain, parce que quand on prend par exemple aujourd'hui la création d'une structure comme l'INAFAC, ça veut dire que ces préoccupations ont été à un niveau supérieur perçues comme étant des priorités et que l'État s'est investi aux côtés de ce que fait déjà les professionnels sur le terrain. Voilà, Madame Sankara l'a dit tout à l'heure. Quand on prend le fait que des enseignements, des autres enseignements sont introduits dans des structures chargées en principe de gérer notre administration, comme les NAM dont le DG est là, notamment l'enseignement du cinéma, l'enseignement de l'animation culturelle, etc. Je crois que c'est tout ce qui a été perçu au niveau étatique et c'est ça qui a fait qu'on a décidé d'introduire ces enseignements. Et je sais aussi que au niveau du ministère de la Culture, justement, il y a une volonté en lien avec le ministère des Enseignements pour qu'il y ait une introduction rapide de l'enseignement de la culture et véritablement dès le primaire jusqu'au supérieur. D'accord, ok. Du coup, M. Baba. Oui, je voudrais quand même peut-être dire une chose. Il ne faut pas confondre les expressions culturelles et la culture. C'est très important, même si les expressions culturelles, comme le nom l'indique, permettent, c'est une forme d'expression, de manifestation de la culture. C'est pour ça qu'en fait, j'ai toujours même pensé que le ministre de la Culture n'est pas le seul à gérer la culture. Si vous allez au ministère de la Santé, la pharmacopée, c'est quelque chose de culturel. Vous allez dans tous les départements à l'enseignement, qu'il s'agisse de l'introduction des langues, ça fait partie de la culture. Donc, en fait, je trouve même que c'est assez réducteur de penser que la culture doit être gérée par un ministère chargé de la culture, parce que la culture, elle est partout. Même le boire et le manger, c'est culturel. Et donc, de ce point de vue, quand on veut revenir aux fondamentaux, c'est vrai, aujourd'hui, c'est beaucoup plus les artistes que l'on entend, et vous dites toujours, nous sommes dans la culture, mais il n'y a pas que les artistes. Vous voyez, prenez même je disais, la culture vit au Burkina Faso, mais est-ce que les Burkinabés vivent leur culture? Pour s'en convaincre, il faut simplement prendre un certain nombre de dictons, vous allez voir. On dit, il faut le pardon. Est-ce que nous pardonnons? On dit, il faut, comment on appelle ça là, se regrouper pour soulever la toiture d'une case. C'est vous qui pouvez parler. Est-ce que nous sommes solidaires? On dit un seul bracelet ne teinte pas. Est-ce que nous le faisons? Qu'on est prêt à dormir au sol et laisser notre natte à autrui. Est-ce que nous le faisons? Le respect des aînés. En fait, c'est tous ces ingrédients qu'il faudra faire attention à cela et faire en sorte que nous puissions véritablement vivre notre culture. Voilà pourquoi je dis, bon, c'est vrai, il faut faire attention. Le piège, c'est un peu tout de suite d'être focalisé vers les expressions culturelles. C'est bien parce que, effectivement, ça montre un peu notre savoir-faire, ça montre nos traditions, mais la vraie culture, en repartant aux fondamentaux de la définition, c'est vraiment les traits distinctifs. Voilà, tout à l'heure, je crois que il a dit, Jacob tout à l'heure, c'est notre vivre, notre roi. Voilà, exactement. Est-ce que nous vivons cette culture-là? Et pour le faire, je crois qu'il faut revenir à la cellule familiale. Pour être honnête avec vous, je vais me faire peut-être tirer par les cheveux, mais je crois que nous avons véritablement raté le coche. Parce que la culture, c'est d'abord dans la famille. C'est même l'usage des langues, c'est d'abord à partir de la famille. Le respect d'autrui, c'est à partir de la famille. L'éducation des enfants, c'est à partir de la famille. Si tout ça n'est pas réglé au sein de la cellule familiale, il ne faudra pas s'attendre à ce que la jeunesse
puisse faire la promotion de la culture, quel que soit le nombre de spectacles que vous allez donner d'ailleurs, ils ne vont pas vous suivre. Donc, Mais je suis curieuse de savoir pourquoi au sein de la cellule familiale, il y a eu une rupture à un moment donné. Parce que de ce que l'on nous dit au sein de la famille, justement, c'est là qu'on apprenait tout cela. L'enfant apprenait à respecter, à partager, à être solidaire, avant d'être au contact du reste du monde et de sortir avec ces valeurs qu'il a reçues à la maison. À quel moment il y a eu une rupture? C'est quoi? Je vais m'y risquer. Mais je pense qu'à un moment donné, personnellement qu'à un moment donné, certainement qu'il y a eu d'abord un conflit entre nous-mêmes, notre propre culture et celle que nous avons héritée. Ça a dû perturber un peu. Voilà. Et je crois même, une fois, je sais qu'à un endroit, j'ai eu à dire que l'école et même la religion révélée ne nous ont pas aidés dans ce sens-là. Parce que, notamment sur certaines questions où on est venu, on dit, bon, ça c'est pas bon, il faut balayer, ça c'est pas bon, on vous dit ça, non, 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 parce qu'on veut tout expliquer. Or, parfois, au sein de la famille, on nous dit certaines choses, il ne faut pas le faire, et on ne le faisait pas, on ne cherchait pas à comprendre. Je vous donne un exemple. Chez des peuples du Sud-Ouest, par exemple, on dit, vous voyez un corps qui passe, les enfants, on dit, vous ne devez pas voir ça. Nous tous, on se cachait dedans. Et quand on passait devant les cimetières, on dit, non, il ne faut pas regarder, il ne faut pas indiquer une tombe du doigt, sinon il faut prendre un caillou blanc à avaler, on en a avalé des quantités, on ne cherche pas à comprendre pourquoi. Mais je crois que c'était des façons de nous dire, le plus important, il ne faut pas faire. Il ne faut pas chercher à comprendre. Et ça a quand même aidé. Il faut respecter l'aîné. Pourquoi? On ne donne pas d'explication, il faut respecter. Bon, maintenant, comme on est dans une autre... Depuis les années 80, il y a la génération pour... La génération pourquoi? Pourquoi elle pas fait? Et quand on a commencé à se poser ces questions, évidemment, ça veut dire qu'on convoque d'autres façons de penser qui ont pu nous perturber dans notre façon de... et donc influer aussi sur le comportement. C'est ce que je peux me risquer à dire. Oui, non, mais je pense qu'il aborde, quand il prend ces types d'exemples, ça montre un peu, ça confirme ce que nous avons dit tout à l'heure, les cultures ne sont pas statiques, elles sont dynamiques. Voilà, si autrefois on dit de ne pas faire parce qu'il y a une explication qui est gardée par ce que nous appelons les dépositaires, voilà, et qu'on a démystifié un peu cette déposition parce qu'on l'explique, on l'a questionné, on l'a interrogé, on a compris, et qu'il y a une autre forme de régler peut-être le même problème, mais autrement. Voilà, on fait appel à la créativité de l'homme, voilà, de s'adapter et de refaire autrement peut-être les choses. Voilà, si vous voulez appeler la solidarité des gens, vous avez des pratiques que vous concevez dans une société pour mettre en place un peu cette forme de solidarité. Si le monde change et le monde évolue et que vous devez continuer à exprimer cette même solidarité qui est une valeur de votre culture, de votre société, vous pouvez l'exprimer autrement. Mais si vous restez par exemple aujourd'hui, pour exprimer sa solidarité, il faut que tout le monde soit assis avec vous du matin au soir, vous ne verrez personne. Mais si on est tous d'accord que la solidarité doit quand même être exprimée, malgré tout, on invente de nouveaux moyens en tant que société, en tant que capable donc de créer, d'inventer, pour justement continuer à exprimer la solidarité. C'est pourquoi je pense que la culture ne nous enferme pas. La culture nous convoque ou nous oblige peut-être à inventer de nouvelles façons de nous exprimer. Donc, c'est pourquoi on dit que c'est aussi la pluralité donc, de nos expressions. Voilà. Et c'est parce que la culture est difficile à cerner, à prendre, qu'on est arrivé dans cette définition assez large pour dire que c'est l'ensemble des traits distinctifs et également nos traits. Donc, pour dire que tout le monde a des façons de s'exprimer et qu'on ne pouvait pas jeter l'anathème sur une culture
disant qu'elle est sauvage, disant qu'elle est arriérée, dire même que c'est une culture authentique, voilà, comme si, voilà, voilà, et que les gens sont friands donc de l'exotique, ils viennent peut-être vers d'autres peuples parce que c'est encore... non, chaque peuple, on ne peut pas définir une société, un peuple, en dehors de sa culture. Et comme vous le posez comme question, c'est que la culture est extérieure à l'individu et s'impose au groupe. Et en fait, il y a une forme de coexistence sur l'individu et la culture s'exprime de génération en génération sur tout ce qui appartient à un groupe, à une société, à une famille. C'est pourquoi vous direz, les Peuls ne font pas ceci, les Peuls sont cela. Les Moussis sont courageux, on reconnaît ces valeurs en eux. Donc, on dit qu'il y a la culture Ouaga, la culture Kassé, la culture peut-être Goursi, voilà, des choses comme ça. Donc, il faut faire en sorte que quand tu arrives dans une société, que tu, d'une manière ou d'une autre, et ça passe par l'éducation, ça passe justement par la formation, voilà, que tu épouses les éléments de culture de cette société si tu veux appartenir à cette société. Si tu t'écartes, on t'appelle un paria. Voilà, tu te mets à côté et tu verras cette forme de coexistence sur toi, se peser sur toi. Voilà. Et tu vas comprendre qu'en fait, dans cette société, ils ont ce qu'on appelle les valeurs, les règles, les normes. Et elles ne sont pas matérielles pour que tu les vois. Mais il faut enfreindre une loi. Tu vas comprendre qu'il y a des règles, il y a des normes qui régissent le fonctionnement donc, de la société. Et on va dire que ça, c'est un peu universel. Ne dit-on pas qu'à Rome, il faut faire comme les Romains. Vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit la culture, elle est évolutive et elle n'enferme pas l'humain. Mais aujourd'hui, est-ce que l'homme ne s'enferme pas dans la culture ou est-ce que l'homme n'a pas peur de l'évolution de la culture? J'envoie cette question à Madame San. Parce qu'on a souvent l'impression qu'on est très attaché à l'ancien ou à la forme originelle de ce que l'on sait. Et on a peur de l'évolution ou pas? La culture est toujours... Oui, je suis parfaitement d'accord. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que c'est la notion du sacré. Tout a été désacralisé. Parce qu'il y a eu un reniement. Il y a eu des écueils. N'oublions pas, même si on veut aujourd'hui se dépasser, se surpasser, il faut déconstruire certaines choses. Et si on se réfère à Joseph Kizerbo, il dit, n'oublions pas que la colonisation a créé en nous profondément, psychiquement, un reniement de nous-mêmes. Et donc, aujourd'hui, tout le travail est de déconstruire et de reconstruire. Et donc, pour moi, je pense que la notion du sacré est importante. Si on ne nommait pas, on ne disait pas pourquoi, c'est pour préserver le sacré. Et c'est pour ça qu'on ne disait pas. Aujourd'hui, nous, on est allé comprendre pourquoi on disait de ne pas faire ça, mais en réalité, il n'y avait pas grand-chose. Mais c'était pour la cohésion sociale, etc., etc. Et donc, pour revenir à qu'est-ce que vous avez demandé? Aujourd'hui, c'est vrai que si la culture n'enferme pas, est-ce que l'homme ne décide pas de s'enfermer dans sa culture? Ben, non, il ne peut pas s'enfermer parce qu'il y a beaucoup d'influences. Aujourd'hui, il y a de nouvelles valeurs, par exemple. Il y a de nouvelles valeurs qui sont en conflit avec ce que Monsieur le ministre disait tout à l'heure, et tout ce qui n'est pas visible dans la culture et qui nous fondent et qui nous mettent debout inconsciemment. Peut-être qu'on ne sait pas le nommer, mais ce sont les valeurs culturelles, justement, depuis la cellule familiale, ce qu'on nous a inculqué à travers la langue, la façon de se comporter. Et moi, je dis chaque fois, quand tu vois quelqu'un, regarde simplement son corps et tu peux le définir. Comment il tient son corps. Et après, comment on parle, comment on s'adresse à l'autre, etc. Tout ça sont des valeurs culturelles. Et donc, on ne peut pas s'enfermer dans sa culture aujourd'hui. On ne peut pas. Au contraire, il y a un conflit même pour préserver. Il y a un conflit. Et c'est pour ça que quand je parlais d'expression culturelle, c'est juste pour dire que la culture n'est que la partie visible de l'iceberg. Et que le rôle de la culture, c'est d'interpeller. L'expression culturelle c'est la manifestation de ce que nous avons, qui ne sont pas visibles. Et la difficulté de la culture, une fois de plus,
c'est parce que ce n'est pas matériel. Alors qu'aujourd'hui, on juge tout par le matériel, par la quantification, par le toucher, la chose qui est palpable. Et alors que non, c'est justement cette chose qui n'est pas palpable qu'il faut chercher à comprendre et à préserver et à inculquer aux enfants depuis le bas âge. Oui, en fait, ce qu'elle dit, c'est juste. Bon, en fait, le problème, nous tous le savons. Nous sommes, entre guillemets, à un moment donné, on parlait d'acculturation. Et quand je me réfère un peu au mouvement animé à l'époque par le poète Jean Senghor, qui parlait de l'universel. Et je crois qu'aujourd'hui, l'universel est là. Il y a la mondialisation, il y a la globalisation. L'enjeu, c'est qu'est-ce que nous apportons. Parce que comme il a dit si bien, on ne peut plus s'enfermer. Il y a tellement d'influences, mais je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte de ne pas être happé par justement ce qui vient de l'extérieur et de pouvoir aussi apporter à l'universel ce que nous avons comme valeur. Tout l'enjeu est là et c'est là où l'ensemble des politiques, des acteurs culturels sont interpellés pour permettre au moins que nous puissions exprimer notre moi dans cette civilisation qui tend à uniformiser quelque part les attitudes, quoi. Voilà, je pense que l'enjeu se trouve à ce niveau et chacun dans le domaine qui est le sien essaye en tout cas de faire en sorte que l'on puisse quand même dire, voici ce que nous sommes. Mais j'ai l'impression que c'est un enjeu qui prend des allures quand même de combat quand on est censé être dans un rendez-vous du donner et du recevoir. On a l'impression qu'on compte pour une minorité, donc il faut s'affirmer d'une manière un peu plus forte pour se faire entendre, pour se faire voir. Aujourd'hui, quelle est la forme justement qu'elle doit prendre, cette manière de partager le nous, le soi-même avec le reste du monde, sans être happé et en acceptant quand même de prendre. Oui, mais Dieu merci quand même, et là je félicite tous les acteurs culturels. Peut-être qu'on ne fait pas beaucoup attention, mais des chercheurs comme lui peuvent vous le démontrer, que vous prenez dans le domaine de la mode, vous prenez le domaine du cinéma, vous prenez le domaine de la chanson, de certaines inventions scientifiques, le monde noir est là. Il est là, mais peut-être qu'il n'est pas suffisamment mis en valeur pour que l'Africain lui-même sache qu'il a apporté quelque chose. C'est à ce niveau-là que les écrivains ou en tout cas les chercheurs doivent davantage codifier pour montrer à nos jeunes générations qu'en réalité, nous ne sommes pas que des consommateurs, que nous avons d'une manière ou d'une autre influencé la marche du monde. C'est peut-être ça qui n'est pas suffisamment mis en exergue, y compris dans le système éducatif, ce qui aurait permis peut-être de renforcer notre fierté en tant qu'être, j'allais dire, à part entière, qui véritablement ont largement contribué donc à façonner le monde. Vous voyez toute la question de l'égyptologie. Je pense que ce sont ces dernières années où on commence à voir des savants qui expliquent comment l'Égypte a véritablement irradié le monde entier, qu'en réalité, même certains contes de certains auteurs français, pour ne pas les citer, étaient inspirés d'auteurs africains. Inspirer, certains diront que c'est gentil. Exactement. Bon, donc, mais je pense que ça demande à être mis en valeur. Et peut-être que c'est la chaîne de l'éducation qui devrait permettre de faire valoriser tout cela. Et je crois qu'il y a une bataille qu'on mène depuis des années, c'est l'introduction donc des modules de la culture dans l'ordre des enseignements. C'est une bataille, j'ose espérer quand même qu'on va pouvoir l'emporter dans les années prochaines. Et ça, c'est un enjeu capital. D'accord. Est-ce que c'est que par l'enseignement qu'on peut passer pour intéresser les jeunes générations à la chose culturelle qui quand même reste ce qu'elle est? Non, je pense qu'il y a plusieurs institutions au niveau de la société, au niveau d'un pays qui peuvent jouer ce rôle. Donc, l'institution familiale comme étant l'institution qui n'est pas remplaçable, l'institution scolaire ou encore l'institution éducative ou encore donc, le système éducatif, et l'autre qui est vraiment une socialisation secondaire qui est ouverte justement sur les autres formes d'organisation de la société, telles que donc les corporations, les associations, ce sont les niveaux. Et tout récemment,
une autre institution qui veut s'ériger comme une institution indépendante qui est vraiment les cadres sociaux d'expression plurielle à travers justement l'Internet ou encore le numérique. Donc, quand on prend ces différentes institutions, c'est elles qui ont vraiment le devoir de transmission, donc de ce que nous avons en propre, nous avons de personnel, nous avons donc de chair. Donc, les questions donc de transmission des valeurs, de rappel donc des règles, des normes, passeraient par donc la famille. Laquelle famille a des difficultés aujourd'hui pour se faire. Voilà, à cause donc de l'évolution, des transformations qui ont joué ou qui ont déjoué justement la structure familiale, en faisant en sorte que les différents parents soient partis très tôt et qu'ils rentrent très tard et remplacés par la télévision ou encore donc les autres médias. Maintenant, il faut qu'il y ait une politique justement de la famille pour établir un peu donc le rôle des parents. L'institution scolaire ou encore donc le système scolaire pouvait prendre le relais des parents en faisant en sorte qu'il y ait donc des modules ou encore de l'éducation artistique et culturelle, faire en sorte qu'on recrute des hommes et des femmes qui savent le faire. Voilà. Avant, on pouvait avoir toute la peine même pour faire, pour jouer un rôle, pour prendre la parole en public, mais je pense qu'avec l'éducation, on peut arriver à éduquer, enfin, avec l'école, on peut arriver à éduquer donc nos enfants. Et en fait, donc, les autres cadres pouvaient jouer un rôle si effectivement on a des politiques qui vont dans le sens d'encourager les acteurs justement à faire valoir leurs compétences, leur savoir-faire dans ces différents espaces. Je crois que si on prend globalement en question, on prend globalement ce problème au sérieux et qu'on la transforme en politique de façon globale au niveau donc de l'État, on peut trouver donc des solutions pour ramener justement l'éducation de nos enfants, l'éducation donc de la société, justement sur ce qui nous est très cher, de fondamental, qui nous définit en réalité. Absolument. Et un moyen également qui permettrait potentiellement de toucher ces enfants autrement, ça peut être le cinéma. Est-ce qu'aujourd'hui, il est utilisé comme moyen pour toucher cette jeune génération, déjà pour les intéresser en termes de contenu et parce que concevoir pour eux, c'est pas concevoir pour ceux qui sont avertis, et justement de les mettre en contact avec leur culture. Est-ce qu'on en est là avec le cinéma de chez nous, de l'Afrique? Est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'aujourd'hui, le cinéma est utilisé comme outil et moyen pour toucher la jeune génération et les intéresser à la culture? Non, je pense que ça devrait l'être. Ça devrait l'être parce que dans tous les cas, le cinéma, c'est aussi l'image. Et on sait que tout le monde utilise l'image pour conquérir le cerveau des gens et puis pouvoir les manipuler et en faire le type d'homme qu'ils veulent qu'ils soient. Pour la société, je dirais, dominée par la civilisation, ce que j'appelle la civilisation du chiffre. Je crois que c'est la même chose que ma sœur Sankara disait en parlant de massification. Et tout est chiffre. Alors que nous sommes dans d'autres paradigmes, et le docteur l'a dit, le ministre aussi l'a dit tout à l'heure, à savoir, c'est des questions de solidarité, c'est des questions de valeurs parfois immatérielles, etc. Donc, non, le cinéma devrait justement aller puiser justement dans ces valeurs-là, prendre ces ressources-là pour pouvoir justement servir comme aliment à la jeunesse. Mais est-ce que ça se fait? Et je crois qu'il y a des tentatives. Je crois que il faut que courageusement on décide, par exemple, au niveau du cinéma, que bon, même si c'est des quotas, sans guider, sans imposer, n'est-ce pas, aux créateurs. On n'y est pas encore, mais il faudrait pousser les créateurs à en arriver là. Oui. Je tiens à profiter de cette question adressée à M. Poda pour ajouter un peu dans ma liste donc, des acteurs qui peuvent... le rôle fondamental des artistes et des créateurs. D'accord. Voilà. Et je disais que si on ramenait un peu l'enseignement artistique et culturel, c'est eux qui doivent assurer en principe ces enseignements, ces formations.
Donc, quand on revient, par exemple, dans le pouvoir d'un artiste, d'un écrivain, d'un auteur, voilà, à influencer les imaginaires, à influencer le mode de vie des gens, on peut lui faire confiance. Mais encore faut-il qu'on ait une politique qui permet à ces acteurs donc de s'exprimer clairement, de pouvoir, par exemple, éditer, de pouvoir, par exemple, sortir donc des singles ou encore des albums, de pouvoir tourner des films, des documentaires, de pouvoir peut-être créer des poils qui parlent à la jeunesse. Parce que nous sommes demandeurs d'histoire de nous-mêmes. Nous sommes demandeurs donc d'image de nous-mêmes. Et de plus en plus, que ce soit nous comme la diaspora, on est demandeurs d'image de nous-mêmes. Parce que pendant longtemps, on a parlé de nous. Les autres ont parlé de nous. Nous avons besoin que nous-mêmes, nous nous questionnons et que nous parlions de nous. Et on ne peut pas parler de nous comme les autres parlent de nous. Donc, on a notre façon donc de raconter nos histoires. Donc ça, il faut qu'on ait donc une masse critique d'auteurs ou encore donc d'artistes qui soient capables d'influencer les façons de faire et les modes de vie donc de la jeunesse. Et je pense que si vous voyez un peu comment les jeunes s'identifient à certains artistes, ça veut dire qu'ils ont de l'influence. Donc, prenant en compte leur rôle dans la société, les artistes peuvent être donc des porteurs de projets de rééducation de notre société. C'est certainement pas Madame Sankara qui dit la chose. Non, je l'écoute parler, c'est exactement ça. Et il a dit quelque chose qui est important et que je voulais développer aussi. Il faut en faire de vraies politiques. Si on en fait une vraie politique de développement à tous les niveaux, parce que ce secteur-là, c'est le plus transversal. Tous les secteurs, c'est le plus transversal. Alors, faisons ça une vraie politique. Si on fait une vraie politique, ça veut dire quoi? Qu'on va créer des cadres institutionnels pour permettre la valorisation de nos connaissances, de notre culture. Et l'expression culturelle, après, serait aisée. Chacun va s'y retrouver. Et on va mettre des moyens aussi. Il y aura ça va être vraiment un vrai chantier. Mais si on passe le temps à se gargariser en disant la culture vraiment est un moyen de développement, on le dit depuis la nuit des temps. Il ne suffit pas de dire. Je pense qu'il faut concrètement vraiment que nous soyons confiants de ça et qu'au niveau des pouvoirs, des décideurs, c'est ce que je disais d'entrée de jeu, que nous, en tant qu'artistes, parce que je parle toujours dans ce que je connais, en tant qu'artistes, nous avons suffisamment fait. Et individuellement. Mais à un moment donné, ça ne suffit pas. L'individualisme ne suffit pas. Pour que le collectif prenne, il faut que ce soit vraiment une vraie politique nationale. Et ça va créer quoi? Un imaginaire commun autour de ça. Et ça va créer une vision, une impulse vers ça. Et ça va être un chantier. Et on va reconsidérer les choses. Et on va mieux se valoriser, être fier de nous. Parce que c'est aussi ça, ce domaine-là, le domaine de la culture, c'est quoi? Pour moi, c'est la beauté. C'est l'endroit de la beauté intérieure. Les valeurs que nous portons. C'est ça qui s'exprime sur nos visages, et sur nos corps et nos visages. Et donc, c'est l'endroit de la beauté, du rêve aussi, et du possible, qui donne à l'individu des espaces intérieurs, qui lui donne la fierté, qui lui permet d'oser et qui lui permet de dire non, moi je suis pas d'accord avec ces valeurs-là, moi c'est plutôt ça, et comment je m'ouvre au monde, etc., etc. C'est vraiment, on ne sait pas quel vocabulaire utiliser, vraiment, pour qu'on comprenne ça. On espère que le vocabulaire utilisé aujourd'hui sera compris. Il ne nous reste pas beaucoup de minutes d'échange, donc j'aimerais bien qu'on revienne sur la thématique. Comment la culture peut être à la fois le chemin et la destination du développement humain? La culture comme chemin, j'allais dire, c'est quasiment évident, puisque quelqu'un a dit d'ailleurs, je crois que c'est le professeur Kizerbo, qu'on ne développe pas, on se développe. C'est ça. Donc pour se développer, ça veut dire qu'on s'appuie sur ses propres ressorts. Et ici, le ressort principal dont nous avons parlé depuis quelques minutes ici, c'est la culture. Et la finalité,
évidemment, on parle de développement, mais nous avons dit que ce n'est pas le développement matériel. C'est ça. Ce ne sont pas les immeubles qui font le bonheur. Je crois qu'il y a un pays asiatique où il y a l'indice du bonheur, je crois, qui est calculé chaque année. Hein? C'est bien ça? Ben voilà. Ben, c'est vrai, ça fait sourire. Mais je pense que c'est ça la finalité aussi. C'est ça. Quand dans un pays, les gens sont heureux, les gens sont épanouis, ben, il n'y a pas meilleur développement que celui-là. Bon, donc, de ce point de vue, cet épanouissement, c'est quoi? C'est l'harmonie entre l'individu et sa culture. C'est-à-dire qu'il baigne véritablement comme dans une sorte de placenta où il se retrouve. Donc, de ce point de vue, effectivement, on peut dire que c'est la voie, parce que c'est véritablement la direction qu'il faut prendre pour prendre en compte la dimension humaine avec un grand H de l'homme, et que finalement, lorsqu'il se retrouve dans une sorte de, entre guillemets, de béatitude, c'est que quelque part, il a réussi l'osmose nécessaire entre sa personnalité, son esprit et ce qui constitue les fondamentaux de ses valeurs. D'accord, merci beaucoup. Moi, Vous avez- c'est un grand sujet de réflexion. Commençons par dire que celui qui ne sait pas d'où il vient ne saura pas où il va. Et si la culture est au début et à la fin de tout développement, je conclus alors que effectivement la culture est un chemin et le bout du chemin, la destination. Parce que en réalité, la transversalité de la culture fait que on est dans une culture, on grandit dans une culture, on meurt dans une culture. Autrement dit, on arrive dans un monde culturellement structuré, organisé, et c'est ce monde, dans cette culture que tu vas grandir, avoir tes pratiques, tes us et tes coutumes seront en lien avec justement cet univers dans lequel tu es arrivé. Et en quittant ce monde, c'est encore ce même univers, ces mêmes dispositions, ces mêmes expressions qui vont t'accompagner. Donc, on est dans une culture avec peut-être souvent un pain qu'on a tissé culturellement qui t'accueille. On va au cercueil dans la tombe également avec des rites qui t'accompagnent. Non, de bout en bout, on est justement là-dedans. Pour revenir plus sérieusement sur la question donc du chemin, nous pensons que quand on considère que la culture est le chemin du développement humain durable, c'est qu'on a tout compris. On a tout compris parce que c'est la culture qui définit votre projet. Où vous voulez aller? Nous sommes un pays, le Burkina Faso. Où voulons-nous aller? Où voulons-nous amener ces millions de concitoyens? Quel est notre projet? Quelle est notre vision? De quoi se nourrissent les Burkinabés? Ils sont fiers de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont comme valeur qu'ils défendent au quotidien? Qu'est-ce qui nous identifie? La culture structure est un substrat à toutes ces questions. Donc, si l'individu sait sur quoi il est posé, qu'il a une base, un socle, un substrat, il se hisse justement en lien avec justement ses fondements. Mais si on n'a pas cela, on n'a pas donc de chemin. Donc, ou encore nos chemins sont tortueux et cela ralentit notre développement, notre quête donc du développement. Notre culture, quand vous prenez justement le domaine de l'éducation, quelle est notre vision de l'éducation? Qui voulons-nous former et pourquoi faire? Quel type d'individus nous voulons former? Nous voulons former des technocrates? Nous voulons former des gens qui savent vivre avec les autres? Nous voulons former des gens qui ont un respect à la vie? Si nous avons la culture qui guide justement notre façon de penser l'éducation, nous allons les éduquer de cette manière. Aujourd'hui, on a beaucoup de chômeurs. Pourquoi? Parce que nous avons calqué notre système éducatif sur la base donc du système peut-être colonial et qu'on n'a pas pu anticiper sur d'autres façons donc d'éduquer. Si vous prenez le cadre économique, comment nous voyons nos valeurs? Donc, de plus en plus, on forme des gens qui courent après l'argent parce que peut-être notre modèle est basé sur un modèle conçu par les autres, qui est un modèle purement capitaliste. Alors que peut-être nous avons d'autres valeurs qui sont des valeurs de solidarité ou d'entraide. Mais
Si aujourd'hui, la Mako est pleine, c'est parce que nous avons formé des voleurs. Nous avons formé des gens critiques. Donc, si nous avons la culture comme baromètre, comme notre façon donc de voir le monde et de nous projeter dans le monde et de ne pas nous laisser imposer le monde et que nous prenons notre avenir à main, nous disons que nous voulons former des hommes qui construisent ce pays. Pas des hommes qui pillent ce pays, qui volent ce pays. Des hommes qui servent ce pays. Et là, on forme des gens qui ont un rapport à l'économie de façon différente. Et quand vous prenez un dernier exemple donc, de la culture comme justement destination, c'est que nous puissions nous dire finalement, nous sommes qui dans le concert du monde entier? Nous sommes qui? Comment nous défendons nos valeurs et notre identité? Comment le Burkinabé défend sa place dans le concert du monde? Et la finalité de la culture, c'est que nous soyons heureux et que nous vivions ensemble en intelligence. Pourquoi aujourd'hui les gens s'attaquent à leur propre pays? Pourquoi un Burkinabé est capable de tirer contre les institutions de la République? Il a été éduqué comment? Il a été formé comment? À quoi il pense? C'est vrai que c'est très vaste quand même comme considération, absolument, oui. Il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas développer ce pays sans prendre en compte la culture comme étant une fait en soi. Ça peut être un moyen, mais je veux aller au-delà donc des considérations macroéconomiques pour dire le mot moyen n'est pas instrumentaliser la culture pour atteindre. Ce n'est pas un moyen économique. C'est un moyen, mais c'est une finalité. La culture, comme au début et à la fin du développement, me semble être la voie royale pour le Burkina Faso dans sa quête du développement et du vivre ensemble. Merci beaucoup. Alors, tu pourrais quelque chose à ajouter? Oui, non, je pense que si j'ai quelque chose à ajouter, c'est de dire que la culture, ce n'est pas que la destination même. Voilà. En plus d'être le lieu commun, la finalité, le bonheur, le bien-être que l'on vise, la culture, c'est aussi et le carburant et le lubrifiant qui irradie tout le moteur et c'est ça qui doit porter. Donc, c'est aussi notre moyen de locomotion, de déplacement. On doit vivre tous les jours, comme l'a dit Baba Hama, et c'est ça le problème. Si on n'arrive pas à vivre notre culture, si on ne sait que dire notre culture, eh bien, on est largué. Et ça va. Donc, c'est du début, on doit y naître. Maintenant, il faut que ceux qui nous accueillent dans cet univers-là, eux-mêmes vivent d'abord cette culture pour pouvoir nous la transmettre de telle façon que nous en faisions notre énergie, notre carburant, notre véhicule qui nous transporte vers le bonheur. D'accord. Sankara, pour... Oui. Je pense que c'est une évidence. Oui. Et je reviens toujours à l'individu. Il faut que on travaille à veiller, à éveiller les sensibilités à nos propres valeurs. Si on est éveillé à ça et qu'on le comprend, on va le vivre pleinement. Parce qu'un être humain, c'est un être plein. Et sinon, on va être à la merci, à la remorque des valeurs. Il ne faut pas oublier que le monde, il ne va pas reculer. Hein? Il est planétaire et il va continuer à globaliser, à avaler tout le monde. Et donc, comment on résiste à ça? C'est par la culture. Si on prend le Japon, pourquoi le Japon, qui a connu ce qu'il a connu aussi après la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui est un exemple dans le monde? C'est parce qu'il s'appuie sur leurs valeurs. Et c'est même la locomotive pour le développement économique aussi. Donc, effectivement, c'est la finalité et donc c'est le début et c'est la finalité. Et donc, comme je reviens à dire qu'il faut qu'on ait confiance en nous et qu'il faut qu'on en fasse de vraies politiques. De vraies politiques, n'ayons pas peur de ça. Et on va engranger des résultats dans les décennies à venir. Et on espère ne pas se fracasser en 1000 morceaux, trouver la porte de sortie et aller la tête haute. Et aujourd'hui, on va retenir qu'au-delà d'être le chemin, la destination, la culture est le baromètre, la locomotive, le carburant pour le développement humain. J'espère qu'on aura pris bonne note de tout ce contenu de cette émission aujourd'hui. Merci à chacun de mes invités. C'était un moment agréable et instructif pour moi.
J'espère qu'il en était de même pour vous, chers téléspectateurs. Ce qui est sûr, les rendez-vous pour culture et développement continuent. On se dit à très vite, mais en attendant, permettez-moi de dire un grand merci à chacun d'entre vous. Chiama, Monsieur Fouda, Madame Sankara, merci beaucoup. Et à vous également qui avez pris de votre temps pour nous regarder, un grand merci. Il est important aujourd'hui que l'on considère où est-ce que l'on veut aller, comment on y arrive et de quoi on se charge, sur quoi on monte pour y arriver. Il y va de notre futur, de notre développement, l'humain au centre et notre culture au cœur de ce développement. C'est très important. Je vous remercie. À très vite. Au revoir.